Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce nouvel événement en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler de la démarche minimaliste. Mais avant, je vais vous faire un petit mot sur la base. La base a été créée en mars 2019 par 10 organisations. Son objectif, c'est d'accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. La base, c'est une communauté composée de dizaines d'organisations et de milliers de personnes. Et c'est aussi ce bâtiment de 700 mètres carrés réparti sur 3 étages. Au rez-de-chaussée, il y a un bar associatif qui accueille plusieurs fois par semaine des événements, des conférences, tables rondes, projections de films, formations, et qui est la source principale de revenus du lieu. Sauf que, comme vous vous en doutez, dans le contexte actuel, le lieu est fermé et ne peut plus accueillir de public. Donc, a priori, plus d'événements, mais aussi plus de revenus. Euh, Sauf que la base, c'est pas qu'un lieu, c'est aussi une communauté qui garde le lien malgré la distance. C'est pourquoi on a décidé de programmer des événements en ligne depuis plusieurs semaines, parce qu'il y a toujours des choses à partager et encore plus maintenant. C'est aussi pourquoi on vous propose de participer à prix libre lorsque vous suivez nos événements. Ça nous aide à faire face à cette situation difficile et à rouvrir sereinement nos portes une fois la crise passée. Pour participer, c'est simple, il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Je vous le redonne ici, c'est labase.paris/don. Voilà. Alors aujourd'hui, on accueille 3 intervenantes. On accueille Clotilde qui a créé On s'y met. C'est un projet d'accompagnement sur les questions d'éco-responsabilité citoyenne pour tous ceux et celles qui veulent passer à l'action à leur échelle. Elle propose des ateliers et des événements autour des thèmes de la consommation quotidienne. On accueille Noémie qui est la fondatrice de Ilin. C'est une boutique en ligne de cosmétiques zéro plastique. On y trouve une sélection de marques et de produits aux emballages responsables et aux formules simples, naturelles et bio. Et Valentine qui, depuis 1 an, a changé son mode de vie pour réduire sa quantité de déchets et revenir à l'essentiel. Elle centralise ses conseils sur le compte Instagram @zerowastemarseillais pour partager sa démarche et sensibiliser le plus de monde possible. Voilà, maintenant je laisse la parole à Clotilde qui va nous présenter le sujet d'aujourd'hui. Merci Thibaut. Merci à la base de nous permettre d'être là. Merci à vous, Noémie et Valentine, d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous qui nous écoutez depuis chez vous et qui pouvez réagir à tout moment sur le chat. On prendra quelques minutes à la fin pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Alors, le minimalisme, vous en avez sûrement entendu parler de par la championne du rangement Marie Kondo ou si vous avez vu le film Minimalism sur Netflix. Et surtout avec, la montée de ces nouveaux modes de vie comme le zéro déchet ou la décroissance. Mais il faut savoir que déjà chez Épicure, on parlait de simplicité volontaire afin de discerner le nécessaire du superflu, le naturel de l'artificiel. Et Gandhi, lui aussi, fut un précurseur à sa manière de par son mode de vie extrêmement simple. Qu'est-ce qu'on entend en fait par simplicité? Se contenter du minimum pour vivre ne signifie pas forcément austérité, mais plutôt rejeter ce qui est inutile et nous aliène. L'idée, c'est de centrer sa consommation autour de ses besoins uniquement. Bea Johnson, qui est l'auteur du livre Zéro déchet, que je vous invite grandement à lire, explique que chaque objet est un problème à sa manière. D'abord, on pense à l'objet, on rêve à lui, donc il prend de la place mentale. Ensuite, on se déplace pour le trouver, donc on perd du temps. Ensuite, on l'achète, donc on perd de l'argent. Il faut ensuite lui trouver une place, l'entretenir, donc c'est aussi du temps qu'on lui consacre. Et puis, à la fin, il faudra trouver comment s'en débarrasser, comment le jeter. Si c'est un petit objet, ça va, mais si c'est de l'électroménager, ça peut être compliqué. Conclusion, on perd du temps, de l'argent et de l'énergie. Donc elle, ce qu'elle conseille, et ce que le mouvement minimaliste conseille, c'est de réduire ses possessions. Alors, pourquoi? Il y a plusieurs raisons et avantages à avoir un mode de vie minimaliste. Déjà, sur le plan personnel, ça permet de se reconnecter à ses vrais besoins, de gagner du temps pour ses loisirs, passer du temps avec sa famille ou ses amis. Ça permet aussi de réduire l'anxiété qui est liée à la frustration de la consommation, ce qui est un bon point pour notre santé mentale qu'on a souvent tendance à oublier, mais qui est importante. Ryan Nicodemus, dans le documentaire Minimalism, dit à propos du minimalisme: ce n'est pas se débarrasser de ses affaires, mais c'est reprendre le contrôle de sa vie et arrêter de se faire imposer des décisions et faire ce que je décide moi.
Sur le plan écologique, maintenant, on réduit la surconsommation et la consommation compulsive. Il faut savoir que le plus gros impact des achats que l'on fait est invisible à nos yeux de consommateurs parce qu'il est en amont, c'est-à-dire au moment de la conception, du transport de nos objets ou même de leur destruction. Toutes ces activités, elles vont induire de la pollution, l'épuisement des ressources, l'extraction de ressources naturelles, peut-être de la destruction de la biodiversité et même sur un plan social. On sait que, par exemple, les usines au Bangladesh où sont tissés nos vêtements, c'est un des endroits au monde où les travailleurs sont le moins bien payés. Donc l'idée, ce serait d'acheter moins mais mieux, plus éthique, c'est-à-dire, des produits qui sont plus locaux, qui proviennent de petits producteurs, qui sont peut-être faits en matière recyclée. Et enfin, sur un point de vue économique, eh ben, on dépense moins, donc c'est quand même intéressant. Alors, dans l'idée d'aller dans cette démarche minimaliste et de se recentrer sur l'essentiel, je pense qu'il est important de revenir à nos vrais besoins. Et du coup, moi, j'aimerais vous poser cette question, Valentine et Noémie, comment est-ce qu'on peut différencier besoin et envie? Alors peut-être, Valentine, tu voudrais commencer? Alors, déjà pour moi, donc merci Clotilde de la question. Pour moi déjà, une envie, c'est quelque chose de passager et de momentané. C'est typiquement, on se balade en ville, on voit une jolie robe, paf, on a envie de l'acheter ou on voit la publicité, voilà, pareil, un produit qui, sur le moment, on se dit, ah oui, ça pourrait être pas mal. Le besoin, pour moi, c'est quelque chose qui dure dans le temps. C'est une plus longue réflexion. C'est voilà, dans la vie de tous les jours, on se dit qu'effectivement, il nous manque tel produit ou je sais, dans la cuisine par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui dure sur le long terme. Vraiment, on voit l'utilité que ça pourrait avoir. Une envie, voilà, c'est juste passager, c'est pas instinctif. Des fois, ça peut être causé justement par la publicité abusive et abondante qu'on a avec les réseaux sociaux, avec la télé ou même dans la rue. Voilà, pour moi, le besoin, c'est quelque chose qui a une réelle utilité pour nous, qui nous plaît vraiment sincèrement et sur lequel on a pris le temps de réfléchir. L'envie, voilà, c'est pas forcément une influence, mais c'est quelque chose qui est immédiat, voilà. Après, je sais qu'il y a, alors je sais plus si c'est Bea Johnson qui en parle, la première ou quelqu'un d'autre, mais j'avais lu une méthode pour différencier justement un peu besoin, envie, c'était la méthode bisou. Je ne sais pas si ça vous parle, voilà. Donc le B, c'était pour besoin, justement, à quel besoin correspond l'objet. Est-ce que ça peut être un besoin psychologique, réconfortant? Est-ce que c'est un changement qu'on fait dans notre vie? Par exemple, on veut se mettre au sport, forcément, on va avoir besoin de vêtements de sport. Ensuite, le I, c'était pour l'immédiat, justement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie sur le moment, mais que finalement, dans quelques jours, l'envie aura passé? Donc, est-ce que je peux attendre quelques jours pour me dire que finalement, je ne l'achète pas parce que c'était juste passager? Ensuite, il y a le S pour semblable. Donc, typiquement, la paire de chaussures qu'on achète, mais on a quasiment la même à la maison en deux exemplaires. Ensuite, le O pour origine. Donc là aussi, c'est une question plus environnementale, écologique, on va dire, se poser les bonnes questions pour avoir une meilleure consommation. Et ensuite, l'utilité, le U d'utilité. Donc, est-ce que vraiment ça va être quelque chose dont je vais me servir souvent, qui va me servir dans le temps, que je ne vais pas acheter et que dans un mois, ce sera terminé, ce sera jeté. Donc déjà, rien qu'en se posant ces diverses questions dans cet ordre-là, je pense qu'on peut vite déterminer si c'est un besoin ou une envie passagère ou si c'est quelque chose, un objet qui s'inscrit dans le temps. Voilà. Ouais, c'est super intéressant parce que tu parlais de la partie publicité et de ça. Et je pense que, en fait, le plus important, c'est de se poser la question pourquoi. Pourquoi j'en ai envie? Est-ce que c'est parce que ce que tu dis, la technique bisou, mais est-ce que c'est parce que tu as un coup de cœur, parce que je l'ai vu, parce que
parce qu'il s'avère que ma spécialité, c'est ça et j'ai trop envie du coup d'avoir, je sais pas, ce vêtement qui montre ce truc de personnalité, etc. Enfin, voilà. Est-ce que c'est toutes ces questions à se poser, c'est est-ce que j'ai un produit similaire dans la salle de bain, c'est quasiment tout le temps en fait qu'on s'en rend compte qu'on achète un produit alors qu'on a déjà un autre produit qui ferait très bien l'affaire et qui pourrait combler déjà ce besoin. Donc, est-ce que j'ai un produit similaire? Est-ce que j'ai quelque chose d'autre dans la maison qui pourrait remplacer cet usage auquel j'ai pas pensé? Donc, c'est aussi ce côté de un petit peu débrouillardise. Je sais pas si c'est vraiment lié au besoin versus envie, mais avant d'acheter quelque chose, en tout cas, c'est de se demander est-ce que j'ai déjà quelque chose chez moi qui me permettrait d'arriver à ce produit? Que ce soit avec des techniques de do it yourself, donc de recettes pour faire soi-même, de techniques par exemple, ça me fait même penser dans les do it yourself au lieu d'acheter des nouvelles éponges, réutiliser des vieux collants et des vieilles chaussettes pour les fabriquer. En fait, souvent, on a une solution qui est déjà chez soi et on n'y pense pas forcément parce que on a l'habitude d'acheter quelque chose de neuf, alors qu'en fait, on pourrait créer ce produit au lieu de l'acheter. Et, et du coup, lié à ça, il y a quand même la question du coup de cœur. Je me permets de l'aborder, Clotilde, mais je trouve que c'est hyper important parce que c'est vrai que il y a quand même cette idée que le minimalisme, ça peut être se priver et au contraire, c'est censé ouvrir du temps, débloquer de l'argent, etc., comme tu nous as expliqué en introduction. Et c'est tellement bien plus que c'est pas du tout se priver. Et du coup, je pense que cette notion de coup de cœur, elle est hyper intéressante. Je parlais avec quelqu'un qui a un mode de vie nomade, donc qui est ultra minimaliste. Sa vie rentre dans son sac à dos. Donc, on peut pas faire beaucoup plus minimaliste que ça. Et en fait, elle avait une vision super intéressante. Elle, alors c'était surtout sur les vêtements. Elle disait, au lieu d'avoir, j'ai l'impression, j'ai 10 vêtements, mais en fait, c'est mes 10 vêtements préférés. Donc, c'est comme si vous réduisiez tout ce que vous avez aux 10 choses que vous aimez le plus. Et en fait, quand on le voit de cette façon-là, c'est pas du tout réducteur et c'est hyper, au contraire, c'est hyper chouette parce que tous les jours, vous portez une chose qui est votre vêtement préféré. Et je trouvais que c'était quelque chose de super intéressant de le voir comme ça parce que ça nous donnait ce nouvel aspect sur le côté envie versus quelque chose de très réducteur. Et voilà. Ouais, non, mais tu fais bien de parler des coups de cœur parce que clairement, c'est important. Je rebondis juste sur ce que tu disais, Valentine. Pour moi, ce qui est important, c'est de bien comprendre quelle est la fonction de l'objet. Pourquoi je l'achète? Et par exemple, on achète un savon pour se laver et pas parce qu'on veut vivre une expérience exotique, incroyable, comme c'est promis dans la pub. Je pense qu'il faut en revenir au basique, quoi. J'ai besoin de me laver, donc j'achète un savon et basta, c'est tout. Et du coup, pour les coups de cœur, clairement, tu as raison parce que je pense que beaucoup de gens pensent que le minimalisme, c'est vivre dans une grotte et pas avoir d'eau chaude enfin, j'exagère. Mais pour moi, sur cette question de coup de cœur, je trouve que ce qui est important, alors évidemment, il faut continuer à se faire plaisir, mais faut définir ce que c'est un coup de cœur, quoi. Parce que dire «Ah, j'en ai envie, je l'achète tout de suite», en fait, c'est un piège. Et pour moi, je pense que c'est Bea Johnson qui disait ça encore, le meilleur truc à faire, c'est de pas l'acheter sur le coup, de rentrer chez soi, voilà, de laisser un peu décanter l'idée. Et si on en a vraiment envie, on retourne l'acheter. Mais en fait, 9 fois sur 10, on n'y retourne pas parce que dans le magasin, l'ambiance fait que on a envie de l'acheter, le packaging nous donne envie, on le compare avec les autres produits, donc ça nous donne envie. Encore une fois, on est un petit peu pressé, donc on se dit ah, il faut que je le prenne. Et en fait, c'est un piège. Mais même pour la nourriture, par exemple, j'avais donné l'exemple des conserves dans nos placards. C'est fou, ces conserves qui tapissent le fond et qui sont là depuis, on ne sait même pas. On les achète pour se rassurer, en fait, mais on les consomme jamais. Donc c'est un peu bête. Voilà, voilà moi mon idée sur les coups de cœur. Est-ce que Valentine, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, moi pour rebondir justement, effectivement, quand on parle de minimalisme, c'est vrai qu'on a cette idée réductrice que voilà, c'est un peu dans la grotte, on part vivre un peu avec son sac à dos au fond d'une grotte et puis on n'a rien autour et puis on est malheureux, on fait un feu de bois. Enfin, c'est un peu réducteur, mais c'est vrai qu'en fait, au final, être minimaliste, c'est justement en fait faire de la place pour ce qui nous fait réellement plaisir, ce qui nous rend heureux. Après, s'il y a quelqu'un, son truc, c'est les livres, il adore la lecture, etc., c'est sûr, on ne va pas lui dire tu dois être minimaliste, jette tous tes livres. Non, parce que sa source de bonheur, lui, ce sera dans cet objet-là. Après, du coup, chacun a son degré de minimalisme par rapport à l'idée qui se fait de son propre bonheur. Mais du coup, l'idée du minimalisme, pour moi, en général, c'est justement faire de la place, comme tu disais, Clotilde, en introduction, avoir plein d'objets, justement, ça nous pèse, ça nous met une espèce de pression mentale. Moi, j'ai vu dans certains reportages sur Tiny House Nations, donc c'est une espèce de petite série sur Netflix, où ils construisent du coup des tiny houses, donc des toutes petites maisons, et forcément, ils sont obligés de faire un tri énorme, parce que tout ne rentre pas dans ces petites maisons. Il y avait une dame du coup qui avait accumulé dans sa maison, c'était en fait une pièce débarras complètement, on voyait plus le sol, c'était tapissé de cartons, etc. Et quand elle a dû faire le tri justement pour passer à la tiny house, voilà, il y avait des objets, elle me disait en fait j'avais honte, je me mettais une pression par rapport à ça, et il y a des objets que j'avais pas revus depuis 3 ans et je ne me souvenais même plus d'eux. Et il y a certains objets qu'elle a gardés qui sont inutiles, on va dire, à la fonction de tous les jours, mais qu'elle a gardé parce que ça lui faisait ressentir un bonheur, ça lui rappelait un jour spécial dans sa vie. En l'occurrence, c'était une banderole de bienvenue, welcome, comme quand ils font dans les aéroports, pour son mari qui revenait d'Afghanistan. Donc elle voulait absolument garder cette banderole parce que ça lui rappelait un des jours les plus heureux de sa vie. Donc clairement, voilà, dans le minimalisme, on pourrait dire que ça ne sert à rien, cet objet, qu'il faut le jeter. Mais elle, ça faisait partie de son bonheur. Donc garder cet objet-là, voilà, c'était pas réducteur, ça lui augmentait sa part de bonheur. Elle était heureuse de voir cet objet-là. Bon, ben voilà, c'est le genre d'objet qu'on peut typiquement garder. Et non, être minimaliste, c'est pas avoir une chaise, une table, une assiette et puis regarder le plafond blanc parce que on est spirituel. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Et je trouve que cette idée aussi d'y aller. C'est bon. Ouais, cette idée de étape par étape, elle est super importante parce que du jour au lendemain, on va pas passer de notre appartement habituel avec tous nos objets à une tiny house avec rien du tout. Et ce que tu disais sur le plaisir, ça m'a fait penser à une catégorie de produits qui est par exemple pas du tout utile, qui est le maquillage. Donc le maquillage, très clairement, l'idéal, par exemple, c'est de s'en passer. Si on peut s'en passer, ne l'utilisons pas. Après, il y a énormément de personnes qui trouvent beaucoup de plaisir à se maquiller. Et donc là, comment on arrive à un peu joindre les deux bouts? Et c'est ça que je trouvais intéressant et que moi, en tout cas, j'essaye de transmettre via le projet, c'est de dire étape par étape, on peut y arriver. Déjà, la première étape, c'est de regarder ce dont on arrive à se passer. Peut-être que c'est au début, on arrête de mettre du rouge à lèvres, on arrête de mettre du mascara, on se rend compte qu'on n'en a pas besoin. Et peut-être qu'il y a un élément de votre routine du journalière où vous ne pourrez pas vous en passer parce que pour vous, c'est le kiff de votre journée de, je sais pas, mettre votre rouge à lèvres avant de sortir. Et peut-être que ce sera l'unique produit de maquillage dont vous aurez envie. Mais ça, je trouve que c'est hyper important aussi de réduire comme ça un peu en entonnoir pour comprendre c'est quoi ce produit qui vous fait vraiment plaisir et vous êtes trop content de le mettre versus tout le reste qui finalement n'était pas si important. Et une fois qu'on a identifié ce produit, l'important, c'est de le terminer avant de le racheter parce que sinon, c'est là qu'on se retrouve avec des tiroirs avec 10 000 produits dont on n'utilise pas, un peu sur le même concept des conserves. Et là, seulement une fois qu'on l'a terminé, si jamais c'est une envie, un plaisir, là, on peut se dire, OK, alors,
regarder c'est quoi les produits qui pourraient me faire plaisir. Et là, je trouve que c'est un moment où on peut un peu plus s'attarder sur est-ce que cette couleur, ce packaging, ce machin me fait envie. Mais c'est pas dans la même démarche. C'est dans la démarche de dire, je sais que je vais en avoir un, que c'est le produit dont j'ai envie. Et donc, du coup, il va falloir que je le choisisse bien. Donc, je trouve que il faut aussi penser à ça. Ça s'adapte. Enfin, c'est vraiment pour tout dans la maison et c'est pas. Enfin, ça peut aussi s'appliquer à des choses comme le maquillage, si vous êtes addict au maquillage. Voilà. Je trouve que la cosmétique, c'est vraiment le meilleur exemple parce que clairement, qui a déjà fini un fard à paupières, un blush? Enfin, c'est clair qu'on en a plein, on les collectionne et enfin, on va jamais au bout. Je trouve que ce qui est assez révélateur, c'est la valise aussi. Quand on part en voyage, on prend toujours 1 milliard de trucs et on revient avec, des affaires qu'on n'a même pas portées qui sont propres et ça, c'est enfin, pour moi, c'est vraiment hyper frustrant. J'essaye vraiment de faire les sacs les plus légers, les plus petits parce que c'est ça aussi, c'est que, on prend des choses au cas où, parce qu'on a peur, mais en fait, du coup, c'est lourd, on doit se les trimballer. Une fois dans la chambre, il y a pas beaucoup de place. Enfin, en fait, il y a que des désavantages, quoi. Alors que quand on n'a pas beaucoup d'affaires, bah, au moins, on fait ses tenues plus rapidement. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et je voulais rebondir aussi sur quelque chose que tu disais, Noémie, pour les cosmétiques. Moi, je trouve que ce qui est bien et que j'essaie de développer avec mes copines, c'est le prêt, en fait. Pas forcément de donner, mais s'échanger, enfin, voilà, se le prêter 1 mois, puis se le rendre, enfin, que ce soit un vêtement, un accessoire de mode, un cosmétique, un livre, peu importe. Bah, en fait, les gens qu'on a autour de nous, enfin, si on capitalisait tous nos objets entre nous, bah, on aurait plein de choses et on n'est pas forcément obligé, d'acheter. En fait, il y a ce côté d'avoir du pouvoir quand on achète, quoi, le pouvoir de consommation. Alors qu'en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment l'usage de l'objet, en fin de compte. Tout ça, ça Mais me c'est un super bon point, surtout que je me permets juste de rajouter quelque chose parce que souvent on s'empêche en fait on, on s'empêche par exemple d'organiser un vide dressing ou quelque chose comme ça parce qu'on va se dire ah c'est compliqué puis je sais pas si il y aura assez de monde, etc. Mais en fait c'est hyper facile et nous on le fait avec mes amis et donc maintenant 2 fois par an on se donne un rendez-vous et bah voilà, autour d'un goûter, on ramène les vêtements qu'on ne porte pas forcément, on fait des trocs, on fait des trocs, on se prête des choses. L'été, souvent, on commence en plus à avoir des mariages, alors on nous dit: «Il faut acheter des nouvelles robes, des nouvelles» nous, on fait plus du tout ça, on se les prête et c'est génial parce que, bah, comme tu dis, on a l'impression d'avoir des choses nouvelles. Moi, la chemise que je porte, par exemple, c'est un troc, et c'est hyper cool parce qu'en plus, on se dit qu'il y a eu une vie avant et que enfin donc c'est hyper facile à organiser. En fait, il faut juste, déjà le faire avec son cercle, court. C'est simple, on n'a pas besoin d'aller dans une énorme structure, dans des trucs qui ont l'air très compliqués, quoi. et Oui, en plus, alors moi, ça marche vachement bien. Pardon, désolée. vas-y, Valentine. Non, non, je rebondis dessus. C'est vrai que le système de troc, il est génial. Donc là, vous parliez maquillage, vêtements. Moi, je lis beaucoup et clairement, le livre, il y a très peu de livres qu'on relit, par exemple, plusieurs fois, qui sont de vrais coups de cœur. Bon, moi, typique Harry Potter, voilà, je sais que je vais les relire, il n'y a pas de souci, c'est un gros kiff. Mais sinon, il y a très peu de livres qu'on se dit, bah, tiens, je l'ai lu il y a 10 ans, je vais le relire, je vais relire tous les Victor Hugo, allez hop, c'est parti. Donc moi, c'est surtout le système de bibliothèque. Alors, toutes les 3, on vit dans des grandes villes. Je vois même pas comment en fait la Fnac peut marcher autant avec des bibliothèques comme on a, quoi. C'est quelque chose de fou. J'ai jamais autant emprunté depuis cette année. Moi, avec mes collègues de boulot, on faisait du prêt de livres absolument tout le temps. J'ai jamais lu autant. Ça nous permet d'échanger dessus justement. Et on n'a pas. Moi, je vis dans un petit appartement. Je pourrais pas avoir une bibliothèque. Ça me prendrait trop de place. Et j'ai pas envie de me priver justement du plaisir de lire. Donc c'est vrai que ce système de troc, comme tu disais, Noémie, c'est génial parce que on conserve le plaisir justement d'avoir quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous apporte du bonheur. Et en même temps, voilà, on n'a pas la pression de se dire, putain, je vais le mettre où maintenant que je l'ai utilisé une fois, qu'est-ce que j'en fais en fait typiquement. Là, non, avec le troc, tu l'as mis une fois, ça t'a plu, ça t'a apporté quelque chose, et après, voilà, tu laisses aller, ça t'encombre pas l'esprit, ça t'encombre pas l'espace non plus. Donc, c'est sûr que je trouve ça
t'es pas frustré d'avoir quelque chose à garder, quoi. C'est ça, parce que vraiment l'espace, on n'y pense pas. Enfin, quand on habite à Paris ou dans un petit appart, on se rend compte que ça compte. Mais en fait, ça nous bouffe, quoi. Enfin, c'est pas parce qu'on a des placards qu'il faut les remplir. Enfin, vraiment pas, quoi. Enfin, moi, je dis, désencombrez votre maison pour désencombrer votre vie, parce que ça fait de la place dans la tête aussi et par exemple, avoir une garde-robe, minimaliste où il y a peu de vêtements, bah, en fait, ça permet de faire ses tenues plus rapidement parce que tu sais ce que tu as dedans. Donc bam bam, tu sais associer les vêtements, entre eux. Ça te permet de faire ta valise plus vite. Puis en fait, finalement, si on prend l'exemple des vêtements, on porte toujours les mêmes. C'est comme ce que tu disais pour le rouge à lèvres. On porte des vêtements qui sont confortables, dans lesquels on est bien, dans lesquels on se sent bien, qui nous valorisent. C'est ceux-là qu'on met. Parce que, la robe, qui nous rappelle nos vacances, d'il y a 2 ans, mais qui est trop petite, ben, on la met pas. Donc effectivement, c'est mieux de la donner, de lui donner une seconde vie ou peut-être si on sait coudre, de la changer en quelque chose d'autre. Voilà et je voulais aussi rebondir sur, parce que vous parlez beaucoup de bonheur et je pense que c'est, quelque chose de vraiment très important et très central dans le minimalisme. Tous les gens qui ont ce mode de vie parlent de ça beaucoup et moi, je m'en suis rendu compte aussi en désencombrant ma vie et c'est vrai que, heu, on a un peu peur de si on a moins de choses, du coup, de perdre en confort et je trouve que c'est pas vrai du tout et on se rend vraiment compte quand on se met à moins acheter que en fait, derrière l'achat, il y a souvent beaucoup le fait de vouloir, s'acheter une image, ou que les autres nous reconnaissent, qu'on puisse accéder à un statut social et cetera et moi j'aime bien dire, c'est pas parce que tu as les baskets de Beyoncé que tu es Beyoncé. Alors c'est un peu bête, mais je pense qu'inconsciemment, c'est ce qu'on cherche en fait dans nos achats. J'ai vu, le dernier iPhone, dans les mains de mon meilleur ami et ben, je veux le même, parce que, je veux être aussi stylée que lui et tout ça, c'est inconscient. C'est des schémas, psychologiques, dont on se rend pas compte, mais en fait qui nous tuent et qui nous poussent, à acheter des choses, inutiles. Voilà, donc ça, c'était pour, répondre aux gens qui, pensent que, le minimalisme, c'est, une vie austère, et frustrant. Voilà. Est-ce que vous avez, des choses, de plus à rajouter sur ce sujet-là? Non, peut-être juste une chose, pour rebondir sur ce que tu disais là sur les les baskets de Beyoncé. Souvent aussi, on rentre dans un schéma où on se dit: «J'ai besoin d'acheter cette chose pour pouvoir faire ça». Exemple, bon, je donne un exemple comme ça, mais je peux pas faire, «Ah non, je peux pas me mettre au yoga, j'ai pas de de leggings, de sport». Enfin, et en fait, ça s'applique à plein, plein de choses et souvent, on se bloque pour faire des activités ou pour faire un changement dans notre quotidien parce qu'on n'a pas, le bon outil, le bon machin et ça, du coup, c'est aussi un travail, personnel, à faire pour essayer de se mettre dans les conditions de dire: «Non, qu'est-ce qui m'empêche vraiment de faire ça? Est-ce que c'est l'envie? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est» parce que c'est rarement l'objet, en fait, qui empêche, de faire quelque chose et je trouve que c'est important de le rappeler puisque, voilà, de penser comme ça ouvre aussi après le champ, un peu des possibles, quoi. Alors oui, effectivement, moi je voulais rebondir, sur ce que tu dis Noémie. Souvent c'est vrai que, on se donne limite une excuse pour, pouvoir acheter, consommer encore. Après c'est des stratégies de façon commerciale, hein, qui le montrent, toutes les nanas, moi je prends l'exemple du sport parce que je fais beaucoup de sport, toutes les instagrammeuses qui ont, 40 brassières, 70 leggings, 15 paires de chaussures, pour faire les mêmes exercices tous les jours, voilà, elles nous conditionnent à dire: «Bah, regardez, j'ai des réductions, j'ai eu code promo» et cetera et on se dit: «Bah, effectivement, en achetant, en voyant ce produit sur des nanas qui sont taillées comme des mannequins, voilà, en achetant ce genre de choses, moi aussi je vais lui ressembler, et cetera», alors que c'est pas vrai et je rebondis aussi sur le fait, tu avais parlé plus tôt de la débrouillardise. C'est vrai qu'un produit peut servir à plusieurs choses et on a tendance à trop le cataloguer à une seule chose et je pense que dans ce confinement justement, on se rend compte que, comme on peut pas acheter parce que, on est tous confinés, on fait avec ce qu'on a et puis finalement,
ce qu'on a, ça nous sert et on arrive très bien sans. Moi, je vois, ça m'a fait rire quand les gens se sont mis, il y a eu une pénurie de farine parce que les gens se sont dit, je vais faire mon pain. Ben, tu pouvais le faire depuis des années en fait, comme faire tes crêpes, comme faire ta pâte à pizza. Enfin, c'est comme faire une compote de pommes, tu as besoin de pommes et voilà. Enfin, il y a des choses comme ça que les gens, je pense que le confinement, ça va peut-être aider, j'espère que ça va aider sur ça, de se rendre compte qu'effectivement, on a tous les outils. C'est pas vraiment les outils en fait qui nous bloquent, c'est vraiment nous. Et la société de consommation qui nous pousse à dire pour faire telle chose, il vous faut tel objet. Si tu n'as pas tel objet, tu ne peux pas le faire. C'est faux. Tu peux te débrouiller. Si tu as vraiment envie de le faire, voilà, tu essayes. Et effectivement, c'est là où on peut avoir la différence entre besoin et envie. Si tu essayes et qu'avec ce que tu as, ça ne marche pas, effectivement, là, peut-être, ça peut être utile d'acheter ce produit-là et tu sais que tu vas t'en servir parce que tu sais que tu as la réelle envie de faire ça avec cet objet. Et là, ça peut être utile. Donc, j'espère que après le confinement, les gens vont se rendre compte qu'il n'y a peut-être pas besoin d'une râpe à fromage et d'une râpe à zeste de citron, par exemple, que ça peut très bien faire la même chose qu'une paire de baskets pour le running, ça peut faire une paire de baskets pour le fitness, ça peut, voilà, que plusieurs objets, voilà. En fait, ce qui est bien avec la société d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le développement et la recherche pousse à ce qu'on ait des objets de plus en plus perfectionnés. Mais justement, il y a trop d'objets. Et les gens ont l'impression que pour faire quelque chose de très précis, il leur faut cet objet très précis. Alors qu'en fait, on n'a pas besoin. Un objet peut faire plein de fonctions et il suffit juste d'avoir justement un peu de créativité. Et je pense que le minimalisme, comme ça nous libère du temps, ça peut on peut devenir plus créatif, justement, je pense, grâce au minimalisme, parce que on se dit qu'on n'a pas forcément besoin de tel objet pour faire ce qu'on a envie. Voilà, d'où l'idée de bonheur un petit peu renforcée. Enfin, moi, en tout cas, parce que j'aime bien faire les choses moi-même, alors forcément. Oui, clairement, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, l'exemple que je trouve parlant, c'est quand tu fais une recette de cuisine, que tu vas inviter des gens chez toi à manger et tu regardes la recette et c'est que des trucs que tu as pas chez toi et du coup, tu te mets à acheter des épices, 1500 épices et tout, que tu finis pas et en fait, c'est dommage. Inspire-toi de la recette et fais avec ce que tu as déjà. Enfin, si tu as pas de gingembre mais que tu as du piment, peut-être que ça peut marcher aussi. Enfin, voilà, c'est aussi, moi, j'aime bien aussi ce côté, voilà, on cherche, on découvre, on fait par soi-même et puis, en fait, si c'était pas bon, la fois d'après, OK, j'achèterai du gingembre. Mais en fait, je trouve ça dommage d'acheter du gingembre qu'une seule fois, pour une utilisation unique, en fait et effectivement, c'est ce que tu dis, c'est que la pub nous pousse à toujours acheter, plus perfectionné, le dernier truc qui vient de sortir et cetera et c'est dommage, quoi. Moi, j'avais une autre question à vous poser. C'est, toujours dans l'idée de dire qu'on consomme moins mais mieux, donc où on privilégie la qualité. Est-ce que vous pensez que ça fait vraiment, une différence de consommer, plus de la qualité? Noémie, peut-être? On t'entend pas, Noémie. Pardon. Une différence écologique? Oui. Oui, alors, c'est donc on a déjà dit, on a déjà parlé du fait, est-ce que j'en ai besoin? Oui, non. Est-ce que je l'achète? Oui, non. Et la question d'après, c'est si je me décide à l'acheter, qu'est-ce que j'achète? Et comment je fais pour acheter la chose qui est la plus responsable possible? Et on dit souvent, un objet responsable et cetera. En fait, il faut vraiment réfléchir à, l'éco-conception, ça s'appelle. Tu en parlais d'ailleurs, Clotilde, en introduction. C'est vraiment tous ces aspects qui ont fait qu'on a pu avoir un produit à la fin. Ça va être, pour, un vêtement, le fait qu'on soit allé, si c'est du coton, privilégier, du coton bio parce que, ça utilise moins d'eau, privilégier des productions plus locales, comme ça on divise, son bilan carbone. Donc il y a tout ça. Donc déjà, dans un premier temps, vous évitez la création de nouveaux produits en consommant moins, donc forcément, ça a un énorme impact. Et ensuite, vous vous posez la question de quoi acheter et donc vous achetez mieux, plus local, plus durable parce qu'en fait, souvent,
souvent, c'est lié aussi à de la qualité, hein, quand on a, notamment dans tout ce qui est vestimentaire, etc. Donc, ça va être des choses qui vont durer plus longtemps dans le temps. Et donc là, vous avez aussi un impact parce que y a moins de réachat du produit, vous allez le faire durer. Donc, l'impact, en fait, il est énorme. Et toujours sur l'exemple de la salle de bain, mais par exemple, on se rend souvent pas compte des quantités. En France, c'est juste gigantesque les quantités de packaging qu'on a dans notre salle de bain. Donc, c'est des centaines de millions de gel douche, des centaines de millions de shampoings, des centaines de millions d'après-shampoings qui sont vendus chaque année en France. Et donc, si jamais, c'est encore un petit peu le truc de la fourmi, quoi, mais si jamais on achète tous 3 fois moins de produits, au bout d'un moment, on va forcément suivre, on va réduire les déchets et bien évidemment qu'on aura un impact. Et aussi l'impact qui est hyper intéressant, je trouve. Et Valentine, tu me diras si tu l'as ressenti aussi en faisant tout le changement vers un mode de vie plus minimaliste et zéro déchet. C'est que, donc moi, j'ai commencé un peu ma transition zéro déchet il y a à peu près 1 an. Et en fait, je trouve que les gens te posent énormément de questions et on sous-estime l'effet ricochet. Et j'ai énormément d'amis, même dans ma famille, mes parents qui peuvent être aussi réfractaires à certains changements, qui vont me dire « Regarde, c'est super, j'ai fait un effort, là, j'ai acheté ça » ou « Oh, j'en avais envie, mais finalement, je ne l'ai pas pris. » Enfin, des petites réflexions comme ça où on se rend compte que ça fait son chemin. Et ça, c'est hyper positif parce que ça veut dire que toi, tu changes, tu as déjà un impact. Et en plus de ça, tu as l'effet un peu halo où tu vas impacter aussi tout ton entourage. Et ça, c'est trop bien. Alors oui, je me permets du coup forcément de rebondir là-dessus. C'est clair que c'est génial d'avoir cet effet boule de neige, on va dire. Moi, ça a commencé forcément avec ma famille quand j'essayais de leur dire que je réduis les déchets parce que pour l'écologie, c'est un peu naze. Moi, typiquement, ce dernier Noël, par exemple, moi j'ai Noël et anniversaire en même temps, hein, donc double cadeau, normalement. Et je leur ai tous demandé de m'offrir un moment, en fait, on va dire, que ce soit une place d'escape game, une nuit dans les logements Les Bulles, un petit truc de spa, voilà. Donc moi, j'ai eu clairement pas d'emballage et j'ai fait exprès. Et j'ai demandé à ma mère, que je sensibilise de plus en plus et qui est vraiment à l'écoute de ce que je lui dis. Je lui ai dit, écoute, moi, cette année, je fais pas d'emballage cadeau. C'est clair et net, ça sert à rien. Je fais les furushiki, je sais plus exactement le terme. Donc tous en plus, ils ont trouvé ça super joli, tu vois, parce que c'est plus joli d'avoir un beau morceau de tissu, etc., que le vulgaire truc que tu déchires en 40 millions et qui passe à la poubelle après. Et ma mère, pour les cadeaux qu'elle a emballés, elle a fait l'effort. Elle a pris soit des papiers journaux, soit elle a fait des petites décos réutilisables dans ce qu'elle avait, etc. Et elle m'a dit, tu vois, voilà, je suis arrivée. Bon, c'est pas aussi fameux que d'habitude, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis du coup, ça a sensibilisé un peu tout le monde, tu vois, au zéro déchet. De toute façon, le zéro déchet, on va pas se mentir, ça va avec le minimalisme, forcément. C'est une conscience écologique que tu prends, c'est un acte politique que tu fais tous les jours. Donc clairement, oui, c'est génial de faire ça. Et le dernier exemple que j'ai en date, j'ai changé du coup de patron cette semaine-là. Et j'avais l'impression qu'elle imprimait beaucoup. Moi, je travaillais dans les assurances. Elle imprimait pas mal de fois et je lui ai juste montré, je lui ai dit, attendez, avant de tout réimprimer 14 fois, on peut juste imprimer les pages que vous voulez modifier, sélectionner, voilà. Ou quand elle me demandait si je voulais imprimer telle ou telle chose, je lui ai dit, non, ça sert à rien. Et puis en fait, le lendemain, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, j'ai vu que vous étiez sensible au zéro déchet, vous m'en avez parlé, effectivement, je vais faire un effort, vous allez m'aider pour qu'on imprime moins. Et ça faisait 2 jours, c'était le 2e jour que j'étais là, je me suis dit, putain, génial, quoi, quelqu'un qui a l'écoute comme ça, c'est bien. Et si ça passe le message aussi facilement, c'est cool. Et effectivement, les gens sont un peu méfiants. En fait, je pense que le retour aux choses essentielles, les gens ont l'impression de faire un retour en arrière. Quand c'est le zéro déchet ou quand c'est le minimalisme, ils ont l'impression, ils vont dire, mais depuis on a évolué, tu veux vivre comme dans les années 1920 des fois, c'était mieux en fait. Donc, c'est vrai qu'ils ont cette espèce de peur du retour en arrière et ils ne se rendent pas compte du confort que ça peut apporter.
moi, je vais parler un peu salle de bain, désolée Noémie, mais par exemple, moi, je vois typiquement un des premiers gestes que j'ai fait, c'était les cotons démaquillables, lavables. Alors, moi, j'ai de la chance, je couds. J'ai ma machine à coudre de ma grand-mère qui a 40 ans, donc qui a 2 fois mon âge, la machine, hein, entre parenthèses. Et du coup, je les ai tous fait moi-même. Voilà, j'ai acheté un morceau de tissu coton bio. Il m'en reste encore. Je pouvais en faire 50. Dans les magasins zéro déchet, 4, ça te valait 6 balles, quoi, tu vois. Donc, clairement, moi, le mètre de tissu, ça me valait 5 euros. Je peux en faire 70. Bref, ça, c'était une petite parenthèse. Et en fait, le fait de l'avoir chez moi, que ce soit réutilisable, que ce soit dans un matériau noble, donc, puisque j'imagine la meilleure consommation, ce que tu voulais dire, Clotilde, en fait, j'ai plus la pression de me dire pétard, j'ai plus merde, j'ai oublié d'acheter les cotons au supermarché, comment je vais faire, j'en ai plus, oh là là, je peux plus me démaquiller, je peux plus me machin. C'est pareil avec les serviettes hygiéniques. Désolée Thibaut, hein, on va rentrer dans les détails pour toi. Mais moi, je suis passée aux serviettes hygiéniques lavables et j'ai plus de pression de me dire il faut absolument que j'en ai pour mes prochaines règles, sinon j'ai oublié, sinon je suis dans la cata, je peux plus sortir, je suis en stress. Là, non, en fait, on a tout déjà chez nous, c'est réutilisable et on se met moins la pression et on gagne du temps, tout simplement. Donc, oui, je pense que consommer mieux, ça fait une énorme différence. Et puis, c'est voilà, tout ce qui est acte écologique, de toute façon, c'est un acte politique. On le montre petit à petit, le zéro déchet, le minimalisme, ça fait son chemin dans le cerveau des gens. Ils en entendent parler. Alors, ils ne le comprennent pas forcément, mais au moins, c'est une première approche, c'est une première écoute. Et puis après, la deuxième approche, c'est de toute façon la sensibilisation, de dire, moi, je le pratique. Et je ne suis pas une fan des cavernes. Je vais au cinéma aussi. Je vais me baigner. Une vie tout à fait normale avec une meilleure consommation et un acte un petit peu plus réfléchi. Et d'ailleurs, de toute façon, le marché du zéro déchet se développe beaucoup. Donc, ça veut dire que petit à petit, nos gestes du quotidien, ça rentre dans le cerveau des gens et dans le cerveau des entreprises, on va dire. Oui, vas-y, pardon, Noémie. Non, mais je me permets juste de rebondir aussi là-dessus, sur le fait que le minimalisme, comme le zéro déchet, c'est pas une fin en soi, en fait. C'est dans le sens où il n'y a pas un moment où on se dit ça y est, je suis zéro déchet, parce qu'en fait, déjà, en tant qu'humain, tu produis forcément des déchets. Enfin, c'est plus une ligne de conduite et essayer au maximum de s'en rapprocher. C'est pas parce que si on le voit comme un but, encore une fois, c'est un petit peu psychologique, mais je trouve que si on le voit comme un but, ça nous paraît toujours comme ce but inatteignable d'arriver à être zéro déchet à la perfection, d'arriver d'être vegan à la perfection, d'arriver à être minimaliste à la perfection. Et c'est vraiment pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment au contraire de commencer à faire son chemin et au fur et à mesure d'intégrer tous ces éléments-là chez toi, dans ton quotidien, pièce par pièce. Et c'est vraiment plus cette idée de chemin plutôt de ligne de conduite plutôt que de but. Je voulais juste le rappeler parce que du coup, je trouve que ça lève aussi des barrières sur le passage à l'acte de dire ça. Voilà, c'est tout. Oui, tu as raison. C'est comme dans le zéro déchet. Je trouve que le nom est mal choisi parce que ça fait peur, en fait. Les gens se disent mais on ne peut pas avoir zéro déchet, c'est impossible. Et ça fait un peu extrême. Et le minimalisme, ça fait un peu extrême des fois. Je connais une page YouTube, je ne sais plus comment elle s'appelle, et c'est du minimalisme extrême. Et la nana, elle a peut-être 50 objets dans toute sa vie. Et donc, ça fait un peu peur quand tu regardes. Mais évidemment, l'idée, c'est de s'inspirer de ces démarches et de tendre vers ça. Et comme tu le disais, Noémie, au début, c'est d'y aller petit à petit, à son rythme, et de commencer par se passer des choses qui sont faciles pour nous de se débarrasser. Et il y a un point aussi dont vous avez un petit peu parlé toutes les deux, c'est la santé aussi. Valentine, quand tu disais je couds mes propres cotons démaquillants, clairement, c'est beaucoup plus écologique, c'est clair et ça te fait gagner du temps. Mais c'est aussi l'aspect santé. Tu es sûr que dans ce tissu-là, c'est pas du coton qui a été blanchi au chlore, ce genre de choses. Et donc, c'est quand même plus intéressant. Et puis, je voulais aussi dire que c'est un investissement de base économique, mais c'est souvent vite rentabilisé.
Je parle des objets qui sont pas à usage unique, qu'on lave. Donc, par exemple, tu parlais des règles zéro déchet. J'ai vu un article cette semaine où il comparait une personne qui continue à utiliser des protections jetables versus une personne qui achète une cup, une coupe menstruelle. Sur l'année, il n'y a pas photo. La cup, elle coûte 30 €, mais étalée sur 5 ans, ça vous revient à, je crois, ils avaient fait le calcul, c'était 3 € l'année, alors qu'avec des serviettes jetables, c'est entre 200 et 400 € je crois, l'année. Donc voilà, donc penser que c'est cher, tout de suite s'acheter tous les gadgets, bah non, pas forcément. Et encore une fois, comme tu le disais Valentine, le zéro déchet, ça devient aussi une mode et un business. Et donc il peut y avoir des gadgets qui servent à rien. Donc il faut faire attention. Il faut encore se poser la question du besoin, même si c'est du zéro déchet. Je voulais aussi rajouter à ce que vous disiez que pour moi, en fait, il faut être quand on consomme, quand on choisit un objet, un aliment, peu importe, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. En fait, on peut pas s'offusquer de la déforestation en Indonésie et continuer à consommer de l'huile de palme. C'est pas possible. Hem, il faut mettre en accord ses actions avec son éthique. Hem, Ça donne de l'intérêt à ce qu'on fait, ça donne de la valeur aux choses et surtout ça nous rend fiers et heureux et ça il y a pas de prix à ça. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui nous remplit, qui nous comble en tant qu'humains, donc c'est vraiment, important. Hem, Comme on est, dans un moment un petit peu particulier avec le confinement et on l'a un petit peu dit au début, mais je trouve que c'est un moment où c'est intéressant de réfléchir à la suite et notamment à l'après-crise et moi, je pense sincèrement que le minimalisme et le zéro déchet, c'est des clés pour le monde de demain. Est-ce que vous partagez, cet avis, Valentine? Alors, totalement. De toute façon, le confinement, je pense que ça nous a fait comprendre que passer des moments en famille, prendre du temps pour soi, faire du sport, etc., ça ne s'achète pas, ça se vit. Donc clairement, j'espère, enfin je pense quand même que le confinement aura cet effet-là de se dire que les meilleures choses ne s'achètent pas, entre guillemets. Euh, Après, je pense à une autre crise, par exemple la crise des subprimes aux États-Unis, où finalement, ils ont accumulé, parce que les États-Unis, c'est les plus grosses voitures, la plus grosse maison, la plus grosse cuisine, alors qu'ils ne cuisinent pas du tout dedans. C'est toujours plus gros, plus énorme. Le capitalisme même, quand ils ont eu cette énorme crise, ils ont tout perdu d'un coup et se sont rendus compte que finalement, tout ce qu'ils avaient amassé depuis des années, ça partait en fumée. Peut-être que là, justement, cette société de confinement, on se rend compte qu'au lieu de délocaliser partout dans des pays où ils sont sous-payés, ils n'ont pas des bonnes conditions de travail, etc., on pourrait peut-être relocaliser et justement être plus autonome en cas de crise comme ça, s'il y a les frontières qui sont fermées, par exemple. Donc, je pense que la société, après le confinement, j'aimerais penser qu'elle va vraiment changer et que ça va impacter un petit peu plus les gens. Après, de toute façon, chaque acte qu'on fait, donc les actes de consommation, les petits gestes du quotidien personnels, sont des actes politiques. Et je pense que, sans entrer non plus dans la politique, vu comment la France a géré ce confinement, je pense qu'il va y avoir pas mal de rebondissements entre guillemets politiques derrière. Et peut-être que justement, ça va pousser les gens à se dire, on n'est pas des moutons, on veut reprendre notre vie en main. Et justement, le minimalisme, ça peut l'aider parce qu'on gagne une qualité de vie, on gagne des moments pour soi. Et finalement, on se dit, tous ces grands là-haut, tous ces politiciens, toutes ces sociétés comme McDo, comme Apple et compagnie qui nous formatent justement à acheter le dernier iPhone parce que ça fait bien quand on voit que le dernier iPhone il sort et qu'il y en a qui font la queue jusqu'à 4 heures du matin et qui l'ont pas et ils ressortent, ils sont déçus, ils sont frustrés. C'est quand même dingue, quoi. Moi, ça me choque même. En fait, moi, si quelqu'un me dit typiquement il a le dernier iPhone, je le prends pour un bonnet, quoi. Je me dis, mais toi, t'es un mouton, t'es juste rentré dans le truc, t'es rentré à fond dedans, et puis au final, t'as rien compris, et tu vas être content sur le moment, mais à la prochaine sortie, tu vas être frustré. Tandis que si t'as pas cette espèce de pression sociale, justement, de te dire qu'il faut le dernier cri, tu t'en fous, tu laisses aller, quoi. Tu sais que ce que tu as, ça te correspond,
que même si tu as des vêtements qui ont été achetés il y a 10 ans et que tu les portes toujours et qui te plaisent toujours, ils te plairont toujours et tu ne seras pas frustré parce que telle année, c'était le jaune qui était à la mode et que cette année, c'est le violet, mettons, et qu'il faut que tu rachètes encore quelque chose. Je pense que le minimalisme, c'est recentrer ses propres besoins et se redécouvrir en fait et justement développer sa créativité et c'est de là en fait que vient l'idée du bonheur dont on parle depuis tout à l'heure. C'est que justement en fait on se libère un petit peu des chaînes que le marketing nous crée parce qu'ils sont très forts pour ça, hein, c'est psychologique ce qu'ils nous font pour justement ne pas que notre bonheur ne soit pas rattaché à des choses que l'on ne possède pas, mais plutôt à ce qu'on a déjà. Voilà, et qu'on puisse créer avec ce que l'on a déjà, comme on disait tout à l'heure, pour un instrument qui permet à plusieurs choses. Donc, je pense qu'après le confinement, comme on ne pouvait pas acheter, on se rendra compte que finalement, ça ne servait à rien de l'acheter et qu'on a bien fait de ne pas l'acheter. Il y a plein de choses à dire. Je suis d'accord sur plein de points. Je pense qu'il faut faire attention à cette notion de marketing aussi et d'être... en fait, s'il y a bien quelque chose que je me suis rendu compte, mais vraiment sur ma progression personnelle dans le zéro déchet, c'est qu'en étant aussi en conflit avec les gens, ça ne marchait pas. Et les gens n'arrivent pas à intégrer ça. On est de plus en plus à se rendre compte qu'il faut changer, qu'il faut évoluer. Et je suis bien d'accord qu'il faut que les mentalités changent très rapidement. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on arrive à inclure tout le monde. Et du coup, ça, c'est un autre débat, bien sûr, sur est-ce que les grandes entreprises qui font des produits zéro déchet, mais qui vendent en supermarché, des choses comme ça, est-ce que c'est bien ou pas? Et en même temps, parfois, je me dis, il faut aussi peser le pour et le contre. Et si ça permet aussi à plusieurs dizaines de millions de personnes en France à peut-être avoir le petit truc pour commencer à changer, il faut aussi tous qu'on commence quelque part. Donc, je voulais juste dire ça parce que je trouve que c'est quand même c'est important de le prendre en compte quand même. Sur la partie, comment sera l'après? Elle ne peut être que différente, je pense. Ce que tu disais en intro, c'était très vrai, c'est que ça permet de dégager du temps, le minimalisme. Et là, en confinement, on se rend compte que, par exemple, on n'a pas besoin de passer notre samedi après-midi à faire du shopping. Et ça, moi, c'est mon truc, mais j'espère vraiment qu'après le confinement, ça restera ça. C'est-à-dire qu'on aura tellement envie de profiter de l'extérieur, de profiter de se balader, de faire du vélo, que personne n'ira faire du shopping pour acheter des choses inutiles. Et j'ai un peu l'espoir que ça prenne, parce que je me dis, on a eu quand même, alors c'est plus à Paris, mais on a eu les grèves cet hiver et on a vu qu'il y a eu une grosse émergence du vélo avec énormément de personnes qui ont commencé à se déplacer en vélo plutôt que de prendre la voiture, etc. Et donc, je me dis que parfois, par ces événements-là, on arrive quand même à avoir des changements, à voir si c'est durable, bien évidemment, mais il y a de l'espoir. Et personne très intéressante à suivre en ce moment, moi, je trouve que c'est Aurélien Barraud, qui parle très bien justement de tout ça et du fait qu'il faut se recentrer sur l'humain et non sur l'objet. Et je suis d'accord à 100% avec toi sur l'aspect, tu disais les changements politiques qui vont avoir lieu. Et en effet, pour moi, il y a un changement profond de société qui doit avoir lieu si on veut que ça dure, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les actions personnelles sont essentielles, mais il va falloir que ce soit accompagné d'un mouvement beaucoup plus profond si on veut créer un peu une société plus durable et plus vivable pour tout le monde. Oui, j'espère clairement que c'est un moment qu'on va saisir comme une opportunité pour, comme vous dites, changer. Moi, je pense clairement, il faut faire la révolution, il faut changer le système, etc. Moi, je suis intimement persuadée que les petits pas, ça compte énormément et que ça commence par nous et que, comme tu le disais, Valentine, le zéro déchet et le minimalisme, c'est aussi des actes politiques que acheter, c'est voter et que
par exemple, ne pas acheter, boycotter un produit, eh ben, ça a un impact, malgré ce qu'on peut penser. Des fois, on a l'impression qu'on est tout seul dans cette démarche, mais c'est pas vrai. On n'est pas tout seul à boycotter McDo ou à boycotter Coca. On est très nombreux à le faire et ça a un impact pour eux et ils sont en train de se creuser les méninges de comment est-ce qu'ils peuvent nous vendre plus. Donc il faut continuer là-dedans et c'est notre pouvoir citoyen, en fait, ce qu'on achète ou ce qu'on n'achète pas. Donc ça doit commencer par là, clairement. Hem, Moi, j'avais quelques chiffres à vous donner. Par exemple, le smartphone, il faut savoir qu'il y a 80 des Français qui en changent, alors qu'il marche encore. Qu'un smartphone, c'est 70 matériaux différents, dont certains ont un alliage qui est tellement compliqué qu'ils peuvent pas être recyclés. D'ailleurs, il y en a très, très peu qui sont amenés au recyclage et qui sont recyclés. Donc ça veut dire épuisement des ressources, une atteinte à la biodiversité, qui est due à de la pollution, notamment à des rejets toxiques dans l'environnement, des émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir qu'il y a un impact social qui est très fort aussi, en Amérique du Sud, au Chili, en Argentine ou en Bolivie. L'utilisation massive de l'eau pour la production de lithium qui est dans les batteries, provoque de nombreux conflits d'usage avec la population locale et c'est très grave. Voilà, donc évidemment, je suis pas en train de dire qu'il faut, ne plus avoir de smartphone parce que, là, on est dans des consommations extrêmes. Ce que je dis, c'est que, déjà, on peut réparer son smartphone avant de décider qu'il est mort. On peut, s'en faire prêter un par quelqu'un qui en a un dont il se sert pas. Et puis on peut en acheter de seconde main. Moi, ça fait 2 ans que j'ai un smartphone, qui vient de Back Market. Ils font des smartphones et des ordinateurs, reconditionnés, voilà et il marche très bien, j'en suis très contente. Donc voilà, ça a permis de pas acheter un nouvel objet neuf et mon dernier point, chiffre, c'est sur la mode, parce que c'est assez faramineux. On entend beaucoup que la mode est le deuxième secteur le plus polluant au monde. Faut savoir que la production a doublé entre 2000 et 2014, voilà, tout simplement. Que chaque année en France, on consomme 9,2 kilogrammes de vêtements neufs, voilà, donc c'est assez énorme et qu'il y a que 30 de notre garde-robe qui est portée. Donc c'est un peu triste, voilà. Surtout qu'on sait que, concernant le textile, c'est énormément de pollution. Elle est responsable à elle seule, enfin l'industrie du textile est responsable à elle seule de 20 de la pollution des eaux dans le monde, pour, les teintures, tous les produits chimiques, qui sont utilisés pour faire nos vêtements. Le coton, c'est consomme beaucoup d'eau, beaucoup de pesticides. Enfin voilà, je vais pas vous faire la liste est très longue. Je vous invite à voir The True Cost. C'est un documentaire qui parle de ça et qui est, très, très bien renseigné. Hem Voilà, écoutez, ça fait, 57 minutes, qu'on parle maintenant, donc je rappelle, aux gens qui nous regardent que vous pouvez poser des questions dans le chat. On en prendra peut-être, 1 ou 2 pour finir. Comme dernière question, donc avant la question du chat s'il y en a une, je voulais vous demander à toutes les 2 un exemple de démarche minimaliste que vous aviez mis en place et les bienfaits que vous en aviez retirés. Noémie, par exemple? Ou Valentine, pardon, tu avais commencé. J'ai été plus rapide. Je voulais juste, avant de répondre à ta question, rebondir un petit peu sur ce que tu avais dit et juste, en fait, que le zéro déchet, le minimalisme, les gens le diabolisent un peu, puisqu'en même temps, les documentaires qu'on voit dessus, c'est des gens qui le font à l'extrême. Typiquement, le film Minimalisme ou certaines chaînes YouTube où effectivement, ils n'ont plus rien, ils ont juste un lit, 2 t-shirts, voilà, ils ont très peu, comme tu disais, la fille qui avait 50 objets ou les gens qui font du zéro déchet, qui arrivent à mettre dans un petit bocal. Moi, j'ai commencé ma démarche zéro déchet, je suis pas parfaite, je suis loin de remplir juste un bocal par an, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut arrêter un petit peu de diaboliser tout ça et c'est peut-être pas très judicieux en même temps de montrer l'aspect extrême si on veut convertir quelqu'un. Donc, c'était juste une petite parenthèse fermée. Moi, des exemples de minimalisme que j'ai fait, je pense que c'est surtout par rapport aux vêtements où en fait, je me suis rendu compte, avant, je consommais pas mal, que ce soit au niveau maquillage et vêtements. J'achetais ce qui me passait par la tête comme ça. J'achetais un truc parce que je trouvais ça drôle, mettons.
Tu le mets une fois, tu as l'air rigolo et puis après, tu as l'air con. Clairement. Donc, tu le remets plus, ça traîne dans les placards et puis tu sais plus quoi en faire. Alors, moi, dans le zéro déchet, il y a certaines choses que j'essaie de garder justement pour fabriquer quelque chose derrière. Vu que je couds, je préfère ne pas acheter encore du tissu et utiliser ce que j'ai déjà pour faire des sacs à vrac, mettons, ou des petits sacs où on range des trucs dedans. Mais clairement, le tri de vêtements, je pense que c'est la première chose qui parle à tout le monde. On a tous des vêtements qu'on ne met pas ou qu'on n'ose pas mettre et qu'on a acheté comme ça parce que sur le moment, on s'est dit, bon, ben, je verrai et ça coûte pas cher. Et puis, en fait, ça coûte pas cher, c'est le prix de l'achat qui coûte pas cher, mais le coût environnemental, il est énorme. Tout ce qui est Primark, je pense à eux en premier. Oui, c'est des choses qui ne coûtent pas cher, mais alors l'impact écologique, il est très coûteux. Donc, je pense que les tri de vêtements, surtout maintenant avec les plateformes comme Vinted, c'est tellement simple de le faire. Et en plus, ça nous fait gagner de l'argent à nous et on se rend compte que l'espace qu'on a libéré, on n'a peut-être pas forcément envie de le remplir derrière par autre chose d'inutile. Donc, je pense que le tri de vêtements, d'en faire des dons, que ce soit à des associations comme Emmaüs qui reprennent, etc., du troc entre copines ou avec sa famille, ou que ce soit de le vendre, c'est la première étape, je pense. Personnellement, moi, ça a été ma première étape vers le minimalisme, on va dire. Et après, voilà, les objets, typiquement les objets qu'on ramène, les souvenirs qu'on ramène de voyage sont à 90% du temps inutiles, ou les cadeaux, justement, d'autres personnes qui vont en voyage, qui nous offrent le crayon, il y a écrit Minnesota dessus. Voilà, c'est pas très utile, ou l'espèce de verre, ou le mug, la tasse, le t-shirt, voilà, qu'on met pour faire plaisir, mais qui finalement en fait ne resserre pas. Voilà, c'est ce genre de petit objet que on se rend compte que ça nous encombre, ça nous plaît pas, et on pourrait, limite en fait, on se prive parce qu'on n'a pas la place. Enfin, moi je le vois dans le petit appart, limite on pourrait se priver en fait parce qu'on n'a pas la place de mettre quelque chose qui nous plaît vraiment. Donc, ça, c'est un exemple de minimalisme qu'on peut faire, surtout en période de confinement. En fait, clairement, on a le temps, on fait des tas, voilà, tas à donner, tas à vendre et tas qu'on garde, on va dire. Et puis là, on se rend compte que, waouh, il y a sûrement, au moins la moitié qu'on peut virer, quoi. Et ça nous... Moi, je sais qu'après chaque tri, je suis hyper heureuse, quoi. Ça me rapporte, je sais pas comment l'expliquer, ça m'apporte je suis heureuse, je suis fière de moi, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça m'apporte un bonheur de fou et je me sens vidée complètement. J'ai l'impression que même si tu n'as pas l'impression d'y penser, en fait, ça m'encombrait un peu l'esprit et l'espace. Donc, je pense que les premiers exemples de minimalisme, ça peut être là et c'est à la hauteur de n'importe qui, quoi. Que ce soit pendant le confinement, là c'est une bonne période, ou pendant un déménagement, ou voilà, des périodes un petit peu comme ça peut être bien de prendre le temps de le faire. Là, on n'a pas d'excuses, on a tous le temps. Moi, c'était un petit peu similaire, mais dans la salle de bain, vraiment, il y a 2 ans, vous auriez vu ma salle de bain, c'était honteux. J'avais plein de placards, pas les places de ranger les serviettes, les produits qui s'empilaient les uns sur les autres. Enfin, la catastrophe. Je te rejoins beaucoup sur cette idée de libérer son espace, c'est libérer l'esprit. Enfin, et d'ailleurs, je trouve qu'on le remarque beaucoup parce que, enfin, je sais pas si ça vous arrive, mais moi, par exemple, quand c'est le bazar chez moi, etc., j'ai du mal à travailler et j'ai besoin de ranger avant de me mettre à travailler. En fait, c'est pareil. C'est exactement le même processus de libération d'espace dans sa tête. Donc moi, ça a été ça. Et surtout qu'on a énormément de produits. Les produits cosmétiques, c'est pas des produits qu'on peut garder longtemps. Et on se traîne parfois des produits depuis 3 ans qu'on a à peine entamés. On a des produits qui sont pas ouverts. Donc, vraiment, il y a un vrai tri à faire, je trouve, sur ce qui est périmé. Et malheureusement, il faut s'en séparer. Et parfois, de se séparer de beaucoup de choses et de devoir les jeter, on se rend compte aussi de la bêtise qu'on a fait en achetant autant. Donc, il faut s'en séparer. Ce qui est pas périmé, pas ouvert, il faut le donner au maximum. Enfin, c'est un peu le même principe que sur la mode, hein, d'ailleurs. Et on a fait un petit article là-dessus. Je pourrais peut-être donner le lien éventuellement après, qu'on peut télécharger, sur comment désencombrer sa salle de bain et par où commencer étape par étape. Et un des points clés, c'est aussi ne pas empiler les choses. Et ça, c'est hyper important parce que en fait,
c'est la porte ouverte au bazar et à l'encombrement. Et quand on a peu de choses alignées et pas empilées, et ben en fait, c'est beaucoup plus clair. Et moi, je perds beaucoup moins de temps le matin, mais c'est juste dingue. Et je me permets de rebondir juste sur tes petits chiffres sur l'électronique, Clotilde, parce qu'il y a des chiffres très intéressants aussi sur l'électroménager en France. Donc, c'est la start-up Murphy qui donne ces chiffres. Donc, c'est une start-up qui qui vous propose de vous aider sur tout ce qui est la réparation d'électroménager, soit pour intervenir à domicile, mais il y a aussi des tutos en ligne pour essayer de réparer tout seul. Et le chiffre qui est dingue, c'est que sur les 28 millions de pannes d'électroménager qu'il y a chaque année en France, il n'y a que 5 millions d'appareils qui sont réparés. Ça veut dire que 23 millions de machines sont jetées. Et les machines électroménagers, c'est du plastique bromé qui est traité contre les incendies, donc qui n'est pas recyclable. Enfin, c'est vraiment naze. Alors que souvent, c'est une toute petite pièce qu'il faut remplacer et qui coûte 20 €, quoi. Et donc, comme tu citais, Back Market, c'est aussi intéressant du coup pour la partie réparation de regarder de ce côté-là, quoi. Oui, clairement. Non, clairement, l'électroménager, c'est monstrueux. Alors, on a une question intéressante qui dit, alors, comment parvenez-vous à atteindre le zéro déchet? On se sent tellement captif au quotidien de la distribution alimentaire telle qu'elle est. Les supermarchés sont remplis d'emballages. Pour ma part, j'ai pu adhérer à la Louve, coopérative alimentaire à Paris. Mais en dehors de ça ou des magasins bio, il me semble qu'il n'y a pas masse d'alternatives pour changer de masse. Concrètement, zéro déchet, y parvenez-vous? Comment faites-vous? Alors, moi, je peux donner un premier élément de réponse, habitant aussi à Paris, et je trouve qu'effectivement, c'est pas toujours facile. Déjà, rien que dans les supermarchés, on peut quand même faire du vrac aux fruits et légumes. Moi, je mets mes légumes dans des tote bags, et quand j'imprime, la petite étiquette, bah, je la colle sur mon sac ou sur un autre objet que j'achète, et au moment où je passe à la caisse, je lui dis: «Voilà où sont les étiquettes». Donc déjà, c'est un premier pas vers le vrac, et ensuite, bah, clairement aller dans des magasins de vrac, et à Paris, il y en a énormément. Je vous invite à regarder, Day by Day, donc jour après jour en anglais. C'est une chaîne de magasins de vrac qui est vraiment très, très bien, où ils renseignent, très, très bien les produits. Enfin, ils aident, les gens qui commencent dans le vrac, ils les conseillent et cetera. C'est vraiment chouette. Après, voilà, il faut faire au fur et à mesure, et c'est pas toujours facile. Moi, j'essaye de me mettre un objectif par mois. Par exemple, ça va être, trouver une AMAP. Donc, bah, voilà, je me consacre que à ça, que à trouver la map. Parce que si on prend, le problème dans sa généralité, et ben, on étouffe. On se dit: «Ah là là, il faut que je passe au zéro déchet, il y a trop de choses à faire». Oui, il y a trop de choses à faire. Donc mettez-vous des petites étapes. C'est exactement comme le minimalisme. Commencez par vous séparer des choses où c'est facile. Donc pour le zéro déchet, bah, c'est pareil. Voilà, commencez par vous dire: «Bon, bah, ce mois-ci, je m'occupe des légumes, voilà, et le mois d'après, ben, j'apprendrai, 2 recettes». Enfin voilà, faites des trucs, petits, mais au fur et à mesure, en fait, vous allez voir, vous allez passer des étapes, et ça va venir, assez bien. Ouais, je suis d'accord, dans la cuisine, ça se fait vraiment par étapes, et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a atteint des paliers, où là, aujourd'hui, je suis en train de me dire: «Comment je pourrais trouver du tofu en vrac?» Et tu trouves le petit endroit dans Paris qui en fait. Mais oui, donc super bien, Day by Day. Il y a des épiceries indépendantes, c'est encore mieux si on peut aller encore un peu plus loin, des épiceries vrac indépendantes. Il y en a pas mal, et il y en a, de plus en plus partout en France qui ouvrent, donc faut essayer de regarder un peu sur internet. Sur Facebook, je sais qu'il y en a beaucoup aussi, il y a des groupes, donc ça peut être intéressant. Il y a un groupe aussi sur Facebook qui s'appelle les écolos bio zéro déchet, où il y a plein de petites astuces de gens. Enfin, c'est un énorme groupe, il y a 70 000 personnes. Il y a plein de petites astuces qui sont données, donc ça peut aider. Ensuite, pour faire ses courses à Paris, ce qui peut être intéressant si jamais vous n'êtes pas à côté d'un supermarché, c'est l'Intendance. C'est un site internet qui propose de livrer en vélo, et tout est en vrac avec des emballages qui sont consignés. Donc, ça peut être une alternative si jamais, je sais pas, manque de temps ou pas de supermarché
à côté. Et j'aime bien cette idée de te donner un truc par mois, quoi. Et voilà, quoi. Donc, voilà, le riz, les pâtes, je vais l'acheter en vrac. Ça, c'est facile. En plus, ça se garde super bien. Donc, tu as ton bocal et tu vas à ton supermarché. Et essayer de faire les marchés. Moi, c'est un truc que je ne faisais plus du tout, mais c'est super. Et en plus, tu renoues du contact avec des gens. C'est quand même super sympa, quoi. Donc, le week-end, essayer de prendre le temps d'aller faire un marché pour tout ce qui est fruits et légumes, etc. C'est chouette. Et être indulgent envers soi-même, étape par étape. Très important, parce que sinon, c'est la dépression assurée quand on se rend compte de l'énormité de tout ce qu'il y a à faire, quoi. Alors, moi, je rebondis aussi sur les marchés, c'est ce que j'allais dire. Autant dans les grandes villes, il y a toujours des marchés qui sont prévus à un moment donné. Autant en campagne, c'est encore mieux, vous allez voir les producteurs, généralement, tout le monde se connaît. Et là aussi, il y a des marchés. Donc, les marchés, c'est vraiment le mieux. Après, dans les supermarchés, justement, grâce aux petits gestes de tous les jours, justement, on voit de plus en plus de supermarchés où il y a toujours un rayon vrac. Donc, même dans les supermarchés, on peut venir avec son sac, pas forcément obligé de prendre les petits sacs en carton, hein. C'est mieux de venir avec ton petit sac à vrac, hein, d'ailleurs. Et tout ce qui est fruits et légumes, moi, clairement, je fais la guerre à ça et je m'en prive pas, en fait. J'arrive avec mon tas de fruits et légumes, j'ai aucun sac, j'ai rien et ils pèsent tout et tant pis, ça se lave. Les épluchures, on les lave et puis voilà. Et puis peut-être qu'ils prennent un peu plus conscience. Si on fait tout ça, peut-être qu'ils vont se dire effectivement les sacs en plastique. Je crois que la moyenne d'usage des sacs en plastique, ça devait être de l'ordre de 10 minutes à peu près, le temps en fait de faire le trajet et après on le jette. Donc moi, ça c'est vraiment ce qui m'a le plus choqué et je pense que c'est là la prise de conscience, c'est quand tu vois les gens qui emballent une pomme dans un sachet plastique. Typiquement, c'est idiot, surtout qu'il y a plein d'aliments qu'on pèle, les bananes, les trucs comme ça. Bon, tu manges pas la peau, quoi, tu vois. Le petit rond, j'espère que tu le croques pas à pleines dents. Donc, moi, je sais que clairement, voilà, j'arrive, je mets tout en vrac. Je sais que de toute façon, je les lave chez moi. Après, ce qui peut être pas mal pour le zéro déchet aussi, c'est quitte à choisir entre deux pots, mettons, choisir toujours celui qui est en verre. Déjà parce que ça se recycle mieux et ensuite tu t'en sers pour le vrac justement, t'as pas besoin. Là aussi le souci du zéro déchet, c'est que comme ça devient un petit peu une mode, il y en a beaucoup qui mettent sur le marché des articles zéro déchet et qui te vendent plein de choses dont tu n'as peut-être pas forcément besoin. Les bocaux, si tu veux en acheter des énormes, c'est sûr c'est bien, mais après dans le commerce, tu réutilises le pot de choucroute que tu as acheté, le pot en verre, il te suffit très bien et tu mets là-dedans. Après, il y a les épiceries Day by Day, il y a les épiceries indépendantes. Biocoop aussi sont très implantées. Moi, avant de vivre à Marseille, j'ai vécu un petit peu dans les Cévennes, dans le trou du cul du monde. C'était une ville de 4000 personnes. Il y avait un Biocoop. J'ai fait mes courses en vrac tout le temps. Donc, il n'y a pas vraiment d'excuses là-dessus. Qu'on soit en ville où il y a de plus en plus de zéro déchet et qu'on soit à la campagne où c'est encore mieux parce que tu vas voir directement les producteurs, etc. Le zéro déchet, tout le monde peut le faire. Après, je pense que par rapport aux commentaires de la personne, on n'y arrive pas directement au zéro déchet. Ça prend du temps, ça prend des années avant de trouver des alternatives, avant de mettre en place une espèce de routine. Et puis après, tant que tu mets ta routine en place, voilà, tu y penses à chaque instant. Moi, je sais que je continue à faire les courses à Intermarché, hein, comme je pense la plupart du temps. Voilà, tu essayes de mettre des mécanismes en place pour limiter le plus. Et après, ce qui est bien aussi, c'est de faire soi-même. Voilà, on a perdu l'habitude de faire sa propre mayonnaise, de faire sa propre pâte à pizza, des trucs comme ça, mais c'est super simple et en plus, c'est comme le minimalisme, en fait, tu es super fier, tu es super heureux de le faire toi-même et ça rajoute de la valeur à quelque chose plutôt que juste de l'ouvrir et tu te sers, quoi. Il faut revenir un petit peu au fait soi-même, c'est le mieux, que ce soit écologiquement, pour le minimalisme ou pour la santé, c'est le mieux. Donc ça aussi, c'est un geste de zéro déchet, de faire soi-même. Je pense que c'est la base. Et rien que si on met tout ça en place, si tout le monde mettait, tous les Français, toute la terre entière mettait ça en place, je pense qu'il y aurait tellement moins de déchets, rien qu'avec ces petits gestes-là, quoi. Tu vois.
Juste choisir le pot en verre plutôt qu'en plastique et après, ben voilà, faire prendre des prises de conscience à tout le monde. Quand tu as un étalage comme moi au supermarché, de fruits et légumes pas emballés, ben, ça fait chier la caissière, mais au moins ça fait réfléchir un peu les gens, quoi. J'ai une mini astuce aussi qui peut être bien. C'est un truc tout bête, mais les petits sachets à vrac en coton, toujours en avoir un dans son sac. Et comme ça, tu n'es pas embêté. Et ça, c'est le premier geste que tu peux faire. Et comme ça, tu veux aller acheter un truc au supermarché, tu l'as, ça prend pas de place. Tu peux mettre, si jamais, je sais pas, c'est des champignons et que c'est galère en vrac, tu peux mettre dedans. Et aussi, sur les petits commerçants, moi, je les trouve hyper réceptifs. Mon boulanger, maintenant, il a l'habitude, il me voit arriver avec mes petits sacs en coton. Et puis au contraire, c'est cool. Les gens dans la queue me disent « Ah, mais c'est marrant, tu utilises ça ». Et pareil, on arrive encore sur cet effet ricochet. Donc, juste la petite astuce du petit sac toujours sur soi, je trouve que c'est un bon point de départ. Je suis d'accord avec toi. Moi, je m'en sers aussi, même quand je dois acheter un truc, si jamais j'achète un vêtement de seconde main, le sac, une fois encore, ça permet d'éviter de prendre le sac du magasin. Enfin, ça sert tout le temps, en fait. Ouais. Et moi, j'avais une dernière astuce aussi. Si vraiment vous n'avez pas de vrac et c'est compliqué, vous pouvez acheter en gros. Alors, il y a quand même un emballage, mais ça réduit. Voilà. Après, il y a plein d'astuces. Par exemple, pour les yaourts. Si vraiment vous mangez beaucoup de yaourts, vous pouvez vous acheter une yaourtière. Hein, c'est tout bête, mais moi, je suis pas experte, mais je crois qu'avec un yaourt, vous pouvez en faire 8, quelque chose comme ça. Donc, ça vaut le coup si vous l'achetez d'occasion en plus. Donc, voilà, vraiment, si vous cherchez, vous allez trouver des alternatives, c'est sûr. Il faut juste accepter de se jeter à l'eau un peu, voilà, et surtout de prendre conscience de tous ces achats qu'on fait, de tous ces emballages qu'on a et de juste conscientiser sa consommation. Alors, je vais vous lire un commentaire qu'on a eu, qui est assez joli. J'associe minimalisme et bien-être et les deux se nourrissent de l'un à l'autre. Autant le minimalisme fait du bien, il apporte une sensation de légèreté, même de liberté, autant qu'on se sent bien, on n'a pas besoin de combler du vide, de manquer par des choses matérielles externes, car ce dont on a besoin se trouve à l'intérieur de soi. Voilà, donc merci beaucoup à la personne qui a mis ce commentaire. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on pourra en parler encore longtemps, mais on va clôturer ici. Je vous remercie beaucoup, Valentine et Noémie, de nous avoir rejoints ce soir et de nous avoir partagé vos expériences et vos bons plans. Noémie, on peut te retrouver dans le magazine Challenge, comme ça qu'on dit, du média The Good Good. Alors, pour toutes les références, je vous les mettrai en commentaire en dessous de la vidéo, donc pas de souci. Et puis, vous pouvez aussi retrouver Noémie sur sa page Instagram Eileen pour les conseils sur la salle de bain minimaliste. Et Valentine, on te retrouve sur Instagram sur ton compte Zero Waste Marseillais où tu partages tes astuces et conseils zéro déchet. Voilà, merci à la base. Merci beaucoup à Thibaut. Et puis, bonne soirée à vous tous. À très bientôt. Et Thibaut, je te rends la parole. Oui, merci beaucoup à toutes les trois. C'est la fin de cet événement. Merci à Clotilde, Noémie et Valentine d'être venues nous parler de la démarche minimaliste et de zéro déchet. Sachez que ce live reste visionnable sur la page Facebook de la base, même quand ce sera terminé. Donc n'hésitez pas à le partager et à participer à prix libre si c'est pas déjà fait. On se donne rendez-vous mardi prochain, 21 avril à 18h pour un événement un nouvel événement organisé par la base intitulé Finances vertes, n'attendons plus demain pour agir. Voilà, merci à toutes et à tous et bonne soirée.